Et je me suis dit, plus tard, je serai journaliste, et ce rêve m'a jamais quitté. Voilà. Alors après, on n'a pas tous une vocation, on n'a pas tous l'intuition comme ça très très tôt de ce qu'on a envie de faire, de ce qui correspond à ses qualités, ou à ses capacités. Mais je crois en revanche qu'on est tous faits pour un truc, et qu'on a tous des facultés pour faire quelque chose très bien, ou en tout cas avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. La difficulté, notamment à votre âge, c'est de trouver ce métier, cette vocation. Donc, mais il faut le chercher parce que ça vaut le coup. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous trouvez ce métier un peu magique, qui correspond à vos qualités, vos capacités, là où vous aurez du plaisir, vous allez jamais vraiment travailler en fait. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, et ça fait 25 ans que je ne travaille pas. Et pourtant, je suis payé à la fin du mois. Donc c'est vraiment très sympa. Essayez de trouver ça. Une autre question? Oui. Un micro pour le jeune homme ici. Alors, il y a des gens très sportifs qui courent avec les micros. Je voudrais vous féliciter, bravo. Très belle foulée. C'est le jeune homme devant. Question de ton prénom, c'est Lucas. Question de Lucas. Alors, la question de Lucas, c'est, on n'a pas bien entendu, pourquoi je suis passé de journaliste à Twitter? Alors, Twitter, c'est l'un des réseaux sociaux que j'utilise, hein. Mais je crois qu'on peut parler de Twitch aussi, où on est là en ce moment. Tout simplement parce que journaliste, c'est un métier, mais qui peut s'exercer sur plein de supports. Moi, je suis venu à ce métier pour faire de la presse écrite. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Et puis, le hasard a fait que j'ai découvert la radio. D'abord le reportage, et puis l'antenne, et puis la télévision. Et puis, je m'aperçois qu'il y a des nouveaux médias qui sont en train de naître, de nouveaux supports, notamment numériques, comme celui où on est là. Et chaque outil a ses avantages, a ses forces. La télé, par exemple, c'est très fort pour l'image, évidemment. Et l'image, c'est parfois, on dit qu'une image dit plus que 1000 mots. En tout cas, avec une image, on peut faire passer plein d'informations, notamment plein d'émotions. La radio, c'est un très beau média aussi qui joue sur les mots. Les mots sont très importants, et pour cause, il n'y a rien d'autre que les mots. En radio, il n'y a plus l'image. Et là, il y a la magie de la voix. On peut raconter des belles histoires d'infos. Et la presse écrite, pour moi, c'est très paradoxal parce que je suis un journaliste de télé et de radio, mais pour moi, le meilleur média pour comprendre le monde dans lequel on vit, c'est la presse écrite. Parce que c'est un média qui prend le temps. Hein, ce n'est pas la course à l'info comme sur Internet ou sur les chaînes info, 24 heures sur 24. Il ne s'agit pas d'être le premier à donner l'info, mais on a 24 heures entre deux journaux, donc c'est une rédaction, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui réfléchissent et qui ont le temps de passer des coups de fil pour vérifier une information, d'appeler les collègues pour réfléchir ensemble à une information. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va vite, un peu trop vite, et on essaie de comprendre comment il évolue, voire essayer d'arranger des trucs, de le fixer, de le réparer, la presse écrite est un super média. Mais il y a des nouveaux médias qui apparaissent comme celui-ci. Par exemple, là, celui sur lequel on est, Twitch, il a un avantage, c'est l'échange. Le lecteur pour qui j'écris un article, l'auditeur à qui je parle, le téléspectateur à qui je présente un journal ou une émission, il n'y a pas d'échange. Il ne me parle pas, il ne me pose pas de questions. Là, oui. Voilà, là, j'ai un petit chat, un petit écran qui défile. Là, il y a 2300 personnes avec nous. Hop, vous pouvez leur dire bonjour d'ailleurs. Voilà. Et là, il y a un échange. Donc, quand j'émets une information, eh bien, on me pose des questions. On me pose des questions sur ce que je suis en train de dire. On me demande des précisions. On me demande d'où je tiens cette information, quelle est la source de mon information. Il y aura peut-être des questions sur les sources. Et puis, parfois, on m'apporte des informations aussi. Parfois, on me corrige. On me dit « Ah, Samuel Etienne, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire sur tel sujet. Moi, j'ai lu que dans tel média, dans tel article, j'ai lu ça. » Et parfois, au bout d'un échange de 5 minutes, 10 minutes, je me rends compte que la personne avait raison et que mon information n'était pas très juste et qu'on pouvait la préciser. Et c'est cet échange qui est intéressant sur ces nouveaux médias. Voilà pourquoi j'y viens. Merci Lucas pour ta question. On monte un peu? Allez, je me promène un petit peu, ça va me faire du sport. Vous allez bien? Ça va? On monte. Je pose une question. Tristan? Bonjour. Bonjour Tristan. Donc du coup, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir comment vous interviewerez quelqu'un comme Éric Zemmour et
est-ce qu'on aborde différemment les choses en tant que journaliste? Alors j'ai entendu pour Zemmour, et est-ce qu'on aborde différemment, tu disais? Différemment les choses en tant que journaliste. C'est-à-dire? Est-ce qu'on parle autrement, différemment? On change le mot? Je comprends. Donc il y a deux questions. Ouais. Du coup, je vous demandais comment vous interviewerez quelqu'un comme Éric Ton Zemmour. prénom c'est? Comment? Ton Tristan. prénom C'est Tristan. Tristan, merci beaucoup. La première question, elle est comment j'interviewerais Éric Zemmour? Ouais. J'aurais dû la bosser, celle-là, j'aurais dû la préparer. Attendez, hop, on va refuser. Hop, voilà. Alors, Éric Zemmour. J'aurais dû me préparer à celle-ci, quand j'aurais dû la préparer. Alors, Éric Zemmour, c'est compliqué parce que Éric Zemmour, ça a été un journaliste. Voilà. Après, ça a été un polémiste. Puis après, il a eu différents qualificatifs, puis après, on l'a qualifié de polémiste d'extrême droite. Et puis aujourd'hui, c'est un candidat à la présidentielle. Ça fait beaucoup de statuts pour un seul homme. Et c'est un candidat qui n'a pas encore ses 500 signatures, d'ailleurs, pour se présenter à la présidentielle. Vous savez qu'un candidat, pour éviter les candidatures un peu fantaisistes, il doit pouvoir présenter 500 signatures d'élus de la République, des maires, par exemple, pour se présenter. Et donc aujourd'hui, c'est un homme politique. Donc la question, c'est comment je l'interviewerai aujourd'hui en tant qu'homme politique. Par exemple, sur le service public, sur France Info notamment, et sur France 2, la décision avait été prise de ne pas recevoir le pré-candidat Zemmour tant qu'il ne l'était pas officiellement. Et puis maintenant qu'il l'est, il est invité sur notre antenne. D'ailleurs, on est jeudi. Ce soir, Éric Zemmour est invité de France 2. Voilà. En prime, comme on dit, en première partie de soirée. Et c'est la première émission politique à laquelle il va participer sur le service public depuis qu'il est candidat. Pour répondre à ta question, en fait, je l'interviewerai comme j'interviewe n'importe quelle responsabilité politique. Aujourd'hui, je présente une matinale d'info, un jeu aussi sur France 3 qui s'appelle Question pour un champion, mais j'ai présenté des émissions politiques. Il y a des moments de ma vie professionnelle où je ne faisais que ça, des émissions politiques où chaque semaine je recevais un responsable politique de premier plan. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec cette personne? De lui faire préciser ses idées, pour que le téléspectateur, le citoyen, le potentiel électeur demain comprenne quelles sont les idées et les valeurs portées par un homme ou une femme politique. Souligner peut-être des erreurs factuelles, c'est-à-dire que des propositions ou des pensées sur l'actualité ou la vie politique, elles sont fondées sur des faits. Et puis parfois, on peut avoir l'impression que certains hommes ou femmes politiques, prennent une certaine liberté avec les faits pour les faire correspondre à leurs idées. Voilà. C'est ce qu'on appelle le fact-checking, par exemple, cet anglicisme qui consiste à vérifier les informations qui sont portées par des émetteurs d'infos, qui peuvent être les candidats. Mais finalement, mon travail serait le même qu'avec toute personnalité politique. En aucun cas, mes convictions personnelles, bien sûr, ne doivent interférer lors de cette interview. L'idée, c'est vraiment de faire apparaître dans la plus pure vérité l'expression de la pensée politique de l'invité, sans que moi j'émette de jugement, bien sûr. Voilà. Et puis la deuxième partie de ta question, c'était... Ah oui, est-ce que je parle différemment? Alors, le journalisme, c'est un métier avec des techniques qu'on apprend, d'expression, d'écriture. Donc on peut avoir l'impression parfois que les journalistes parlent tous de la même façon, vous savez, qu'une espèce de musique, notamment à la radio et à la télé. Et c'est vrai notamment au début, parce qu'on essaye de finalement, sans s'en rendre compte, on adopte des façons de parler qu'on a entendues ailleurs, ou de présentateurs en radio ou en télé qu'on admire, par exemple. Et donc il y a des tons qui peuvent sembler un petit peu préfabriqués. Et puis plus le temps passe, finalement, plus vous parlez comme vous êtes dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de parler à l'antenne un peu comme je parle au quotidien, notamment avec vous ici. Voilà. Question? Au milieu, mademoiselle? On va taper. C'est la jeune fille avec les lunettes. Il y a un micro qui vient vers toi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait comme études? C'est quoi votre parcours scolaire? Ton prénom, c'est? Amélie. Amélie. Question d'Amélie, qu'est-ce que j'ai fait comme études? Il n'y a pas de parcours idéal pour devenir journaliste. Je m'explique. Longtemps, les journalistes en France avaient
très peu avaient fait des écoles de journalisme. Ils venaient de plein d'horizons, ils avaient fait des études de lettres, d'histoire, d'économie. Voilà. Et puis, ce métier s'est professionnalisé. Aujourd'hui, une majorité de jeunes journalistes sort d'écoles de journalisme. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que, alors certes, ce métier s'apprend pour partie en école, mais il s'apprend beaucoup aussi sur le terrain. Et je crois que le meilleur endroit pour apprendre ce métier, c'est dans une rédaction. Voilà, en écrivant ses premiers papiers, en faisant ses premiers reportages. Voilà. C'est un métier à la fois très littéraire et très technique finalement. Alors pour mon parcours personnel, donc je suis breton, donc j'ai fait toute ma scolarité à Rennes. J'ai fait un bac scientifique parce que je savais pas trop ce que je voulais faire à l'époque. J'ai eu quelques doutes. Donc, vous savez, à l'époque on disait, je sais pas si c'est toujours vrai, si tu sais pas quoi faire, fais un bac scientifique. Bon, j'ai fait ça. Après j'ai tenté le concours de Sciences Po à Paris. J'ai eu la chance, je l'ai eu. Alors, je suis rentré à Sciences Po. Donc là, d'ailleurs à ce moment-là, j'avais oublié un peu mes rêves d'enfant, de devenir journaliste, qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs, jamais oublier ses rêves d'enfant, parce que je crois que les rêves d'enfant correspondent à une espèce d'intuition personnelle de qui on est. Il y a des gens qui vous font coucou dans le chat. Et de ce pourquoi on est fait. Et donc, à Sciences Po, je m'étais laissé emporter par des rêves de gloire un peu, parce que on essaye, un peu comme dans le sport, de se dépasser un peu toujours. Et je m'étais dit que j'allais faire l'ENA pour devenir haut fonctionnaire et voilà, travailler dans ce genre de secteur. Et puis ça n'a pas marché comme j'avais prévu, parce que je crois que je n'étais pas fait pour ces carrières-là. Et puis à un moment de ma vie, je me suis dit, mais alors finalement, qu'est-ce que je vais faire, puisque manifestement, ça ne va pas être la haute administration. Et là, je me suis souvenu aux alentours de 22 ans, je crois, de ce rêve d'enfant, de devenir journaliste. Et je me suis rattaché à ce rêve. Je suis allé faire un stage dans une rédaction à Ouest France, le grand quotidien breton. Je suis allé à Laval pendant une semaine. Et là, le premier jour, quand j'ai signé pour la première fois mon premier article sur une petite rencontre de football du coin, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Mettre des mots sur ce que je voyais autour de moi pour expliquer le monde aux gens. En fait, ce rêve que j'avais eu enfant. Voilà. Mais pour vous dire qu'il y a plein de chemins qui mènent à ce métier. J'ai une amie qui a fait une grande école de commerce en France parce qu'elle voulait travailler dans ce secteur-là. Puis finalement, à un moment, elle s'est rendue compte que ça ne lui plaisait pas. Elle est devenue journaliste spécialisée en économie au début, et puis généraliste après. J'ai une amie qui a fait de la recherche à haut niveau sur le sida à une époque. Et puis, à un moment de sa vie, elle a voulu changer aussi parce que la recherche, c'est dur. Parfois, on cherche pendant des années et on ne trouve pas. Et elle est devenue journaliste scientifique. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'y arriver. Mais il y a des voies classiques ou royales ou peut-être plus efficaces. Faire une faculté avec une dose de culture générale importante, comme histoire par exemple, ou un institut d'études politiques qui soit à Paris ou en région, enchaîner avec une bonne école de journalisme, ça va t'aider au début, ça va te donner des bases, notamment d'écriture, de reportage, ça va t'aider pour tes premiers stages aussi, à trouver les premiers stages, et c'est ça qui est dur au début, c'est de trouver les premiers endroits où on veut bien que tu travailles, quoi. Voilà pour mes débuts. Désolé, il y a plein de... Je vais monter un petit peu, j'essaie de changer les zones. Le jeune homme avec un polo, un sweat clair. Pourquoi je dis monsieur à un jeune de 12 ans? Parce que en fait, parce qu'on me vous voit, donc j'aime bien vous voyer aussi. Et je trouve que tutoyer des jeunes sous prétexte qu'ils sont jeunes, je trouve que c'est pas forcément donc, cool, quoi. Dis-moi. Donc bonjour, je viens de tutoyer la personne d'ailleurs. Donc bonjour, moi je m'appelle Arthur. Salut Arthur. Je voulais savoir, c'est quoi votre meilleur souvenir ou votre meilleur moment dans le journalisme? Arthur me demande quel a été mon meilleur souvenir, mon meilleur moment dans le journalisme. C'est assez frais en fait. Alors j'ai beaucoup de bons souvenirs parce que, comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir trouvé un métier où j'ai l'impression de jamais travailler. Et je vous souhaite de trouver ce métier où vous ne travaillerez jamais. Et encore une fois, si vous arrivez à trouver ça peut être enseignant, ça peut être policier, boulanger, industriel, que sais-je, peu importe. Mais si vous trouvez ce métier pour lequel vous êtes fait, vous allez rentrer dans un cercle vertueux complètement fou parce que vous allez avoir énormément de plaisir au quotidien. Si vous avez beaucoup de plaisir, vous allez, sans vous en rendre compte, travailler énormément. Si vous travaillez énormément, vous allez réussir. Et donc vous aurez tout, c'est la martingale. Vous aurez le plaisir, la passion au quotidien, la réussite qui va venir sans que vous en rendiez compte. Donc essayez de trouver ça. Et pour revenir à ta question,
L'un de mes meilleurs souvenirs récents, c'est sur Twitch. Parce que quand je suis arrivé sur cette plateforme, je me suis dit, tiens, je vais lire les journaux. Je vais lire la presse écrite, je vais lire les quotidiens à la jeune génération. Parce que mon plaisir, moi, au quotidien, c'est de lire les journaux. Donc tous les matins, que je sois au travail ou en vacances, je lis Libération, La Croix, Le Parisien, Les Échos, L'Opinion, ainsi de suite. Le Parisien, le journal du dimanche, le dimanche, l'Équipe, voilà, parce que tout m'intéresse un petit peu. Et je me suis dit, tiens, ce plaisir que j'ai à lire la presse écrite, qui pour moi est le meilleur média, eh bien, je vais essayer de le partager. Et alors, certains streamers qui m'accompagnaient un petit peu étaient un peu surpris par la démarche. Je trouvais ça un peu étrange que je veuille lire les journaux, ces vieux journaux, comme certains les considèrent aux jeunes. Et à notre grande surprise, il y a eu du monde tout de suite. Et moi, j'en ai déduit que la curiosité de votre génération pour l'info et pour la marche du monde était beaucoup plus importante qu'on le disait parfois. C'était juste que peut-être qu'on vous avait mal vendu nos vieux médias. Et aujourd'hui, j'ai des témoignages quotidiens de gens qui achètent les journaux, des jeunes de 15 à 30 ans, ceux qui sont l'essentiel de mon public sur Twitch, qui se sont mis à lire les journaux, les acheter, et qui m'envoient des petites photos en terrasse avec Libération, Le Monde, L'Humanité, Le Figaro, etc. Et pardon, je reviens à ta question. Un de mes meilleurs souvenirs récents, c'est sur Twitch, parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, et si j'invitais des gens à la maison? Et puis j'ai été contacté par l'entourage de François Hollande, l'ancien président, qui m'a demandé, est-ce que vous voulez bien expliquer à l'ancien président Twitch? Parce qu'il est curieux de cet univers. Donc on s'est rencontrés, on a pris un café dans ses bureaux de la rue de Rivoli. Et donc je lui ai expliqué Twitch. J'ai vu que ça l'intéressait beaucoup, cette horizontalité, cet échange possible là, sur cette plateforme sur laquelle on est en direct. Et comme je voyais qu'il y avait de l'intérêt, je lui ai dit, mais est-ce que vous voulez venir à la maison pour qu'on échange avec la jeune génération via Twitch? Il m'a dit oui, on a calé une date. Et puis quelques jours plus tard, il est arrivé avec les gardes du corps, le service de sécurité. Et pendant 2h30, 3 heures, on a échangé avec plus de 80 000 personnes, ce qui était quelque chose. Voilà, en replay, il y a eu 700 000 personnes qui ont vu cette petite émission. Et j'ai trouvé fascinant que, avec un ordinateur de quelques centaines d'euros, une petite webcam, un micro et une connexion Internet, on puisse, n'importe qui, créer une chaîne, qui n'est pas une chaîne de télé, mais qui est une chaîne, avec une ligne éditoriale, voilà, en pouvant partager des passions, inviter des gens, discuter, tout ce qui fait la beauté de notre démocratie, échanger sur les choses, essayer, même quand on n'est pas d'accord, se parler ensemble, quoi. Voilà. Donc après, j'ai reçu d'autres personnalités, mais ça a été fort parce que je me suis dit, tiens, voilà un outil qui permet de faire des trucs assez intéressants, quoi. Créer les conditions de l'échange. Dire aux gens, voilà, vous critiquez souvent les politiques en leur disant qu'ils ne répondent pas à vos questions, à vos attentes. Eh ben, François Hollande et puis d'autres, ils vont peut-être venir à la maison, vous allez pouvoir les interpeller. Je trouvais ça assez fascinant. La technologie, parfois on dit les dangers de la technologie, les dérives de la technologie, il y en a bien sûr, mais ça permet aussi parfois de faire des trucs incroyables, comme ça. Merci pour ta question. On change un peu de zone. Allez, je remonte après. Mademoiselle, ici. Attends, on va te donner un micro. Ouais, vous avez vu, j'ai pas parlé de Jean Castex. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui voudrait devenir journaliste comme vous? Quel conseil je donnerais? Votre prénom, c'est Luna. 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 Question de Luna. Quel conseil je donnerais à des jeunes pour devenir journaliste? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, te poser la question pourquoi, voilà, quels sont peut-être tes centres d'intérêt, tes qualités. Si tu te dis que tu es curieux, curieuse, que tu aimes lire et que tu aimes m'écrire, puisque au cœur du métier de journalisme, il y a les mots. Hein, il faut aimer les mots, il faut aimer lire, il faut aimer écrire, et que tu es curieux, curieuse du monde dans lequel on vit, que l'histoire t'intéresse, par exemple. Les qualités, elles sont là. Alors après, c'est à toi de voir si, par exemple, tu veux te spécialiser dans un domaine en particulier. Imaginons, je ne sais pas, tu veux devenir journaliste spécialisé en économie. C'est peut-être pertinent de faire des études, une fac d'économie, et puis après une école de journalisme. Et puis sinon, toi, tu ne veux pas te spécialiser, tu veux plutôt devenir un journaliste généraliste comme moi, par exemple.
eh bien, ça peut passer par d'autres formations. On a parlé des écoles de journalisme, des instituts d'études politiques. Voilà. L'idée, c'est de trouver le parcours qui te formera au mieux, mais peut-être aussi le plus proche de tes centres d'intérêt, de tes passions, quoi. Voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, si certains dans la salle se posent la question de est-ce que je suis fait pour le journalisme, est-ce que c'est un métier qui pourrait me plaire, si vous aimez les mots, les lire et les écrire, et si vous êtes curieux de ce monde, vous avez tout ce qu'il faut pour le devenir, quoi. On monte un petit peu ? Je viens vous voir. Après, hop, on se promène. À gauche, on n'est pas trop. Le jeune homme avec un joli t-shirt noir. Attendez, je vous montre le t-shirt. C'est super important. Attends, vous êtes prêts à la maison ? Vous êtes prêts ? Parce que là, il y a un très joli t-shirt. Voilà. Bah justement, c'est en rapport avec ça. Que vous a apporté votre participation aux The Event, au terme personnel et au terme de votre carrière ? Votre prénom ? Nathan. Alors, Nathan nous demande... Ouais, c'est un petit cut, ça a coupé. Hop, voilà. Nathan nous demandait à l'instant, avec son très beau t-shirt The Event, qu'est-ce que m'avait apporté ma participation à The Event. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, on va relancer ça. Hop, c'est pas grave. On relance. Hop. Hop. Alors je vais répondre à la question. On a juste relancé le stream parce que parfois ça coupe. Pas souvent. Voilà. Allez, pour répondre à la question qui vient d'être posée avec un très joli t-shirt. Le The Event, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc génial parce que Internet, et notamment le monde des gamers et le monde des streamers, on s'est rendu compte ces dernières années que c'était un monde extrêmement généreux, qu'il y avait énormément sur Internet, sur Twitch, d'initiatives individuelles ou collectives pour des actions caritatives. Voilà. Quasiment toutes les semaines en France, vous avez des jeunes, notamment des jeunes gamers, mais pas seulement, qui se mobilisent, qui donnent de leur temps, qui partagent leur passion pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer, pour les associations d'aide aux pays en voie de développement. Et le The Event, donc c'est peut-être l'organisation la plus emblématique, la plus forte. Tous les ans, depuis 5-6 ans, ce sont 30, 40, 50 streamers qui se mobilisent, qui pendant 3 jours réunissent leur communauté dans un même endroit. Donc en l'occurrence, ça se passe à Montpellier pour collecter des fonds. Et là, par exemple, il y a un nouveau record qui a été battu cette année, il y a quelques semaines. Donc c'est 50 streamers, qui sont des jeunes gens entre 20 et 30 ans, ont collecté 10 millions d'euros en 3 jours pour Action contre la faim. Donc, plutôt que ce que ça m'a apporté moi, sinon de rejoindre des copains et puis de passer du temps ensemble pour une action positive, c'est plutôt le reflet d'une génération qui se soucie beaucoup des autres. Certains adultes aujourd'hui ont l'impression, en regardant les jeunes, que sont une génération qui est dans les écrans, qui est beaucoup isolée, chacun dans sa bulle. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'au contraire, peut-être que les écrans parfois rassemblent. Le jeu, par exemple, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus tout seul, on joue en ligne, on joue avec plein de gens. Et puis les nouveaux outils numériques bien utilisés, à mon avis, peuvent créer beaucoup plus de liens qu'isolés. Là, par exemple, sur Twitch, on crée du lien. Et cette génération que vous représentez, je crois qu'elle est peut-être plus sensible que les précédentes à la marche du monde, et notamment aux questions écologiques. Et cette sensibilité et cette mobilisation, on la retrouve notamment sur les nouveaux écrans, et notamment sur Twitch. Et The Event, pour moi, est l'exemple le plus flagrant de tout ça. Mais tu vas sur Twitch, tu vas sur Internet, toutes les semaines, tu as des événements comme ça. Là, à l'heure où je vous parle, ce week-end ou dans quelques jours, il y a des dizaines de streamers français qui sont mobilisés pour la cause animale, par exemple. Voilà, puis il y aura d'autres choses. Si tu te promènes sur Twitch, tu vas trouver. Je ne l'ai plus en tête. Voilà. À droite, j'ai pas pris trop de questions. Je viendrai te voir après. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir quelles étaient les limites et les défauts et les qualités de votre métier. Défauts et qualités ? Oh, c'est dur ça. Défauts et qualités de mon métier ? Si, c'est très intéressant. Votre prénom c'est ? Candice.
Candice, question de Candice, les défauts et les qualités de notre métier. Alors ça c'est un truc, ça va me permettre d'aborder quelque chose qui me touche beaucoup. Quand on fait des enquêtes d'opinion sur les journalistes français, quand on demande aux Français ce qu'ils pensent de notre métier, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a une image, mais déplorable, auprès des Français. Quand on demande aux Français dans les enquêtes d'opinion, mais qu'est-ce que vous pensez des journalistes ? Eh ben, on a des majorités de Français qui disent chaque année qu'on n'est pas forcément honnête, qu'on n'est pas forcément indépendant, qu'on est soumis à des pressions politiques ou économiques, qu'on n'est pas indépendant. Voilà. Et finalement, quand on compare la qualité de notre image à d'autres professions, on se rend compte qu'on est quasiment à égalité avec les hommes politiques et les femmes politiques. Donc c'est une image qui est vraiment très négative. Moi, je suis très embêté avec ça parce que ce que je vis de l'intérieur depuis 25 ans, c'est pas ça. L'immense majorité, les 99,99% des gens que j'ai croisés dans ce métier en 25 ans sont des gens honnêtes, sont des gens intègres, sont des gens passionnés, des gens rigoureux, dont le seul souci est d'informer au mieux les gens à qui ils parlent, quoi. Alors, d'où vient le fossé ? D'où vient le fossé entre la perception de notre métier par les Français, et peut-être par vous d'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas une image très positive des journalistes, et le sentiment que moi j'ai du sérieux des journalistes français. Je n'ai pas la réponse. Mais en échangeant avec vous, et en échangeant notamment avec les viewers sur Twitch, il y a des éléments de réponse qui se mettent en place. Parfois, je me dis qu'effectivement, le problème est dans le regard. C'est-à-dire que je trouve que les Français ont un regard qui est trop dur sur nous. Voilà, les gens ne se rendent pas compte à quel point, finalement, on fait notre métier plutôt sérieusement. Et parfois, je me dis l'inverse. Parfois, je me dis qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, je reviens aux qualités et aux défauts. Les qualités, pour moi, des journalistes français, c'est que dans l'immense majorité, ils sont honnêtes. Voilà. Un journaliste français qui se fait acheter, qu'on paye pour écrire quelque chose, ça n'existe pas. Je n'en ai jamais rencontré. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu ou qu'il n'y en aura pas. J'ai croisé quelques journalistes français en 25 ans. Je n'en ai pas croisé, ça n'existe. Je n'en ai pas vu. Les journalistes qu'on achète, à qui on dit tiens, il faut que tu dises ça. Voilà. Des pressions sur les journalistes, il y en a. De temps en temps, vous avez un homme politique qui vous appelle ou un grand chef d'entreprise et qui dit non, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse, je vais vous expliquer ce qu'il faut dire. Les journalistes français, ils ne s'en laissent pas compter. Il résiste à cette pression. Ça, c'est ce que je vis. Et pourtant, c'est un soupçon qui est très fort sur nous, ça, sur notre indépendance. Et pourtant, je vous assure que c'est vraiment notre quotidien. Donc, moi, je dirais dans les qualités, je dirais honnêteté, je dirais rigueur, je dirais engagement. C'est pas un métier qui rend très riche en plus. Les journalistes français sont plutôt pas très, très, très bien payés. On peut très bien en vivre quand on a la chance, comme moi, soyons honnêtes, de faire de la télévision. Voilà. Moi, j'en vis très, très bien, mais je suis un peu une exception dans ce métier. Donc, en plus, on ne fait pas ce métier pour l'argent. Maintenant, essayons de se critiquer aussi un petit peu. Pourquoi, malgré tout ce que je vous dis de bien sur les journalistes, pourquoi on a cette image si négative ? Il y a sûrement des raisons. Alors peut-être qu'on a perdu le contact, voilà, avec la réalité. Peut-être qu'on ne passe pas assez de temps sur le terrain. Peut-être qu'on ne tend pas assez la plume, le micro, la caméra aux Français. Peut-être qu'on ne les écoute pas assez. Voilà. Peut-être qu'on est dans nos histoires, qu'on s'intéresse un peu toujours aux mêmes choses, et peut-être qu'on s'est déconnecté un petit peu, sans faire attention. Peut-être que les outils comme celui-ci, Twitch, en échangeant avec les gens, peuvent nous aider à se reconnecter. Voilà. Moi, par exemple, dans mes échanges sur Internet avec les viewers, j'ai des opinions qui évoluent. Par exemple, au début, quand je parlais de l'anonymat sur Internet, je disais « Ah, mais l'anonymat sur Internet, c'est extrêmement gênant parce que ça participe à la violence, notamment sur les réseaux sociaux. Et il faudrait lever l'anonymat. » Et très vite, des gens sur Twitch m'ont dit « Ah non, il ne faut pas tout confondre. En France, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. C'est le pseudonymat. Les gens sont derrière un pseudonyme, mais la justice, si elle le veut, peut tout à fait retrouver qui s'exprime derrière un pseudonyme. Donc on n'est pas anonyme. Voilà. Et le pseudonyme, il peut être aussi quelque chose de très important pour les gens qui n'osent pas s'exprimer en public, mais qui ont des choses intéressantes à dire sur le monde dans lequel on vit, ou des gens qui veulent dénoncer des choses qui se passent dans leur entreprise, par exemple, ou dans les endroits où ils ont accès, et qui n'oseraient pas le faire pour ne pas perdre leur emploi, par exemple, vous voyez, hein, comme un petit peu des lanceurs d'alerte. Donc le pseudonymat, s'il est bien encadré, si par exemple il peut être levé pour trouver les auteurs de propos qui sont illégaux, eh ben, en fait, ça peut être plutôt un élément intéressant de la démocratie. J'ai évolué sur cette question dans mes échanges sur Internet.
Donc peut-être que les nouveaux outils peuvent nous permettre de se reconnecter. Mais à la question, pourquoi on a une aussi mauvaise image, alors que moi, ce que je vis de l'intérieur, c'est plutôt quelque chose de beau, du spectacle que m'ont donné mes confrères et mes consoeurs depuis 25 ans, je n'ai pas toutes les réponses. Je continue à creuser cette question, je t'avoue que... Mais c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Merci de ta question. On remonte un petit peu ? Je monte, je descends. Le jeune homme avec les lunettes ? Bonjour. Allô ? Ouais. Alors bonjour, alors moi je m'appelle Hugo. J'avais une question. J'aimerais savoir si vous aviez des projets futurs dans votre carrière de journaliste ou en tant que streamer sur Twitch, par exemple la création d'événements ou ce genre de choses. Hugo, Oui, Hugo. Hugo me demande si j'ai des projets en matière de journalisme ou alors sur Internet, sur Twitch. Moi, j'aime bien me laisser porter par les choses. Et alors j'ai quelques qualités. Je suis un peu besogneux, je suis un peu travailleur. J'adore travailler au service des autres et mettre mon investissement et mon énergie au service des idées des autres. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui invente des choses. J'ai rarement des idées. J'invente rarement des choses. En revanche, j'aime bien travailler sur les projets des autres. Donc, j'ai pas trop de projets, mais je me laisse glisser. De temps en temps, j'ai des intuitions, comme inviter des hommes politiques à la maison, tenter des choses, par exemple. Là, par exemple, j'ai très envie d'emmener les gens au musée. À Paris, on a des musées magnifiques. Moi, je suis très amoureux du musée d'Orsay, du musée du Louvre. Je rêve d'une nocturne où je serai tout seul au Louvre, voilà, la nuit, avec des milliers de personnes dans le chat et avec, je sais pas, un responsable du musée du Louvre ou d'Orsay, et on irait de tableau en tableau, de sculpture en sculpture, et on répondrait aux questions du chat sur le musée. Enfin, ça, j'adorerais faire ça. J'ai commencé à courir en streamant. Donc, c'est-à-dire, moi, j'adore la course à pied, les sports d'endurance, le triathlon, et donc je commence à sortir en courant avec mon stream. Je l'ai fait une fois à Rennes, c'était rigolo, sur les bords d'une rivière. Je suis allé courir 2 heures, je crois. Et donc je courais avec mon petit bras comme ça, et je répondais aux questions des gens sur le sport, la course à pied, l'endurance. C'était rigolo. J'étais fier parce que j'ai pu répondre aux questions en courant pendant 2 heures. Pas très vite. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Par exemple, moi j'aime bien m'engager pour des œuvres caritatives. Je suis parrain d'une association de pompiers qui s'appelle Pompiers Raid d'Aventure, qui court avec des enfants qui ont des handicaps moteurs. Donc on les emmène courir avec nous dans des petites chaises adaptées qu'on appelle des joëlettes, avec 2 bras devant, 2 bras derrière et puis une chaise et une roue. Donc on les emmène courir aux 4 coins de la planète. C'est une très belle association, je suis leur parrain depuis 6 ans. Là, dimanche, je vais courir avec eux, une petite course de 10 km, rien de méchant, mais j'avais envie de faire découvrir cet univers à ma communauté. Et donc je vais emmener la caméra avec les pompiers, avec les enfants, pour leur expliquer ce que fait l'association et peut-être... leur dire éventuellement qu'on pourrait les aider, quoi. Voilà mes projets. Mais je suis incapable de dire ce que je vais faire professionnellement, par exemple dans le journalisme ou à la télé dans 6 mois ou dans 10 ans, parce que je n'ai pas d'ambition. Jeune, je rêvais de présenter le 20h. Quand on fait du JT à 20 ans, enfin je dis une bêtise, à 25 ou 30 ans, quand on fait du JT, on se dit maman, mais pourquoi je ne présenterai pas le 20h, quoi. Il y en a 2 en France, hein. Pourquoi je ne serais pas le futur PPD? Et puis à un moment, d'abord on ne devient pas PPD, on ne représente pas le 20h, et puis on se dit qu'il y a d'autres endroits très très beaux dans ce métier. Et donc j'ai plus de projet. Je me laisse glisser là où on a envie de moi et besoin de moi. Question pour un champion, par exemple, c'était un très bel accident. Au bout de... C'est drôle qu'il y a plein de gens qui me proposent des photos. C'est pour ça que ça bug. Il y a 6 ans, après 20 ans de journalisme, j'ai un coup de fil très étrange de la direction de France 3 qui me dit: est-ce que tu veux remplacer Julien Lepers? Sa question pour un champion. Ça, c'était totalement inattendu, par exemple. Et c'était une magnifique opportunité, puisque c'est un jeu génial. Voilà. Je préfère me laisser surprendre comme ça. Un jour, je présenterai peut-être la météo, je ne sais pas. Mademoiselle? Question 2. Jade me demande... Non, ne me dites pas que c'est en direct, ça. Comment vous avez fait ça? Ils sont trop forts. Incroyable. Oh, les coquins. Alors, c'est génial, ça. Il y a quelqu'un qui a réussi à glisser une photo d'un ancien leader d'extrême droite en maillot de bain sur une plage sur mon stream.
Parce que je pense que mon téléphone, je l'ai pas fermé aux photos. Voilà. Et j'ai dû accepter une photo par mégarde. Et il y a quelqu'un qui m'a bien eu là. C'est très drôle, ça j'adore. Bien joué. Je sais pas si dans le chat, vous avez vu la photo de Jean-Marie Le Pen en maillot de bain ou pas? Non? Très drôle. Très drôle. Pour répondre à la question de Jade. Jade? Est-ce que la notoriété vous a changé ou pas? Est-ce que la notoriété m'a changé ou pas? Comment dire? En fait, là encore, c'est paradoxal. Je suis un journaliste de télé et de radio qui adore lire la presse écrite. Et je suis un journaliste de télé et de radio qui parle tous les jours à des centaines de milliers ou des millions de personnes. France Info, le matin, c'est 300 000 personnes. Question pour un champion, c'est 1,5 million de personnes tous les jours. Donc je parle à des millions de personnes depuis 20-25 ans. Quand je me promène dans la rue, parfois je me rends compte que ça crée des réactions. Les gens te reconnaissent. Alors ils sont amusés parce que pour eux, tu es un espèce de personnage qui n'existe pas tout à fait, qui est dans leur écran, qui est un petit peu chez eux, qui s'invite tous les soirs à la même heure. Et puis subitement, tu prends corps. Alors ça crée un truc un peu bizarre. Tu sens de la gêne, du sourire, de la curiosité. Et c'est ce qu'on appelle la notoriété. Voilà. Qui est un tout petit niveau. Hein. Je ne suis pas Jennifer Lopez, je ne suis pas un grand acteur de cinéma. Mais il y a un petit truc. Et en fait, c'est plutôt agréable. Parce que les gens sont sympas avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas ton travail va jamais, je ne l'ai jamais vécu, traverser la rue et te dire « Au fait, j'aime pas ce que vous faites. » quoi. Ça n'arrive jamais. Les gens qui n'aiment pas, dis-moi. Ah non, sur les réseaux, non, les gens ils osent sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, ils osent, c'est bizarre d'ailleurs. Mais dans la vraie vie, dans la rue, personne... C'est intéressant ce que tu dis, parce que la même personne sur Twitter, elle va te le dire. Ouais. Mais dans la rue, cette personne, elle ne va jamais traverser la rue pour te dire qu'elle n'aime pas. Les gens qui vont traverser la rue, c'est les gens qui aiment bien ce que tu fais. Donc c'est super agréable au quotidien. Vous croisez plein de gens dans la rue, dans les commerces, au restaurant, qui finalement vous disent qu'ils aiment bien ce que tu fais. Donc ça, c'est très agréable. Parce que c'est des signes d'amitié, c'est plutôt chaleureux, quoi. Et le paradoxe, c'est que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. C'est-à-dire que je parle à beaucoup de gens au quotidien, mais notamment en raison de la passion que j'ai pour mon métier, j'ai une vie sociale qui est inexistante, qui a disparu. Donc je ne vois personne en dehors de mon métier. Peut-être aussi parce que comme mon activité, c'est de parler et de parler et de parler, comme je fais là avec vous, mon repos à moi, c'est d'arrêter de parler. Voilà. Donc le repos, c'est le silence. Donc c'est pas tellement gênant ces petits signes de notoriété et d'échange au quotidien dans la rue avec les gens, parce que finalement, mon temps de repos, il est à la maison, un peu coupé de tout. Voilà. Mais en vrai, on ne va pas se mentir, hein, c'est agréable. Et puis, une dernière chose, parfois, dans ta vie de journaliste, tu croises des gens connus qui se plaignent de ça. Des gens qui viennent les voir, des gens qui demandent des autographes, des gens qui demandent des selfies dans la rue. Donc on parle, moi ça m'énerve un peu, enfin ça m'énerve, il n'y a rien qui m'énerve d'ailleurs, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui vivent du public, qui vivent d'un métier public, chanteurs, comédiens, journalistes connus, ils vivent de ça, de leur notoriété, mais ils ne veulent pas d'échange avec ces gens. Donc ça, je ne comprends pas. Quoi. Ça, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Quoi. Donc quand on me vient, moi j'appelle, c'est une forme de service après-vente, quand les gens qui apprécient mon travail viennent m'en parler, pour moi c'est une espèce de suite logique d'échanger. Et puis dans ces échanges, il y a des choses intéressantes. Parfois on te dit « Ah oui, mais alors ça, vous avez fait ça, j'aimais mieux ça. » Voilà. Donc c'est vachement intéressant. Mais en vrai, au quotidien, c'est super agréable. Quand on est, comme tous les journalistes le sont, curieux des gens. Moi, je suis très curieux des gens. Je trouve une personne, c'est une planète. C'est une sensibilité, une curiosité, une histoire, des valeurs, un caractère. Et chaque personne, et en tout cas je pense que c'est un sentiment que la plupart des journalistes partagent, une personne c'est une planète. On peut échanger des heures avec elle pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Quoi. Donc des échanges comme ça, qui ne durent pas des heures mais quelques secondes, j'en ai tous les jours. C'est plutôt sympa. C'est bien, on a arrêté de m'envoyer des photos compromettantes, tout va bien. Mademoiselle, avec les cheveux blonds au milieu, parce que j'ai pas pris beaucoup de questions au milieu. Oui, c'est vous. Et après, on prendra un garçon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Élise. Élise, enchantée. Je voulais savoir, c'est une question un peu indiscrète. Question si vous voulez pas y répondre, c'est pas grave. Je refuse une photo parce qu'on m'envoie une photo compromettante. Refusée. Question indiscrète d'Élise.
Euh, C'était pour savoir combien vous gagnez exactement. Si Je vous savais gagnez. que c'était cette question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. À laquelle je ne vais pas pouvoir répondre. Alors, pourquoi je vais dire pourquoi je ne peux pas répondre précisément à cette question. Tout à l'heure, je vous ai dit que je gagnais bien ma vie. Ça, je le reconnais. Et ça n'est pas représentatif de mon métier. Donc, pour ceux qui rêvent vraiment de gagner beaucoup d'argent, ne choisissez surtout pas journaliste. Soyez capitaine d'industrie, financier ou que sais-je. Ou youtubeur, influenceur, je ne sais pas. Mais pas journaliste. Mais le hasard a voulu que, comme j'ai fait de la télévision, qui est un média qui paye plutôt bien, et que j'ai eu la chance d'avoir du succès dans ce que je faisais, et il faut de la chance, on m'a confié des chouettes émissions, des chouettes responsabilités qui vont avec un joli salaire. Et comme j'ai une passion infinie pour mon métier, je fais souvent plusieurs choses en même temps. Donc là, j'ai une matinale sur France Info avec un salaire. Je présente Question pour un champion qui est un salaire. Et Twitch est devenu un troisième travail. Et c'est aussi un revenu. Voilà. Donc je vis très très bien. Pour un journaliste. Hein. Alors je suis pas... c'est pas non plus, je suis pas millionnaire. Mais pourquoi je ne vais pas te dire combien je gagne? Parce qu'en France, aujourd'hui encore et depuis très longtemps, on a un rapport qui est problématique à l'argent. Il y a des pays où, comme les États-Unis, où on peut plutôt se féliciter de la richesse de quelqu'un parce qu'on estime que c'est un reflet de sa réussite professionnelle, de son engagement. Ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs. Parce qu'il y a des fortunes qui se font, et puis il y a des fortunes qu'on ne mérite pas forcément, dont on hérite, ou bref. Je pourrais vous donner l'exemple d'un président américain récemment dont la fortune initiale n'est pas vraiment due à son travail, par exemple. Mais en France, on a un rapport un peu compliqué à l'argent. Voilà. Donc on peut en gagner, mais on en parle assez difficilement. Les signes extérieurs de fortune ne sont pas très bien, sont pas exposés parce qu'ils ne sont pas forcément bien perçus. Et c'est vrai que si vous faites des recherches sur Internet pour trouver les salaires des gens connus, vous ne les trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas le salaire de Cyril Hanouna. Ce n'est pas public. Vous ne trouverez pas le salaire de, je ne sais pas, qui on pourrait citer en gens connus en France. Qui? Inox. Les grands streamers, les grands youtubeurs, les grands influenceurs, les grands... Voilà. C'est très très difficile. Voilà. Même parfois les personnalités dont les revenus devraient être publics, comme les responsables politiques, ou les grands capitaines d'industrie qui sont payés par des grandes sociétés qui publient leurs comptes, même ça c'est très très difficile à trouver. Voilà. Donc je ne pourrais pas répondre à ta question, mais je reconnais que j'ai beaucoup de chance et que je vis bien de ma passion. Le jeune homme juste derrière? Puis après on ira... Ouais, okay. Ah oui. Après, je vais vous voir tous les deux après. Alors, je m'appelle Melvin. Je me demandais, c'est quoi le plus grand objectif que vous voulez atteindre en tant que journaliste et en tant qu'être humain? Melvin? Oh, la question de Melvin. Le plus grand objectif que je voudrais atteindre, 1, en tant que journaliste, 2, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, c'est être un bon père. Je suis devenu papa tard. Merci. Parce que j'ai rencontré mon épouse tard. Je l'ai cherchée intensément depuis très tôt. Et je l'ai rencontrée... J'ai 50 ans et j'ai rencontré mon épouse, j'avais presque 40 ans. Donc je l'ai rencontrée très tard. Donc j'ai 2 petits garçons aujourd'hui. Malo, qui a 5 ans, et Solal, qui a 1 an et demi. Et merci pour le petit cœur. Et depuis toujours, et c'est très au-dessus de ma passion pour le journalisme, je pense que la plus belle chose qu'on puisse faire ici-bas, je veux dire, c'est de devenir parent. Et puis d'accompagner les enfants vers ce pour quoi ils sont faits, pour qu'ils s'inventent une belle destinée, quoi. Donc ça, si je réussis ça, c'est à accompagner au mieux mes enfants vers leur vie future. Voilà. Je serais vraiment content, j'aurais l'impression d'avoir réussi ma vie, en tant qu'être humain. Et puis, si on pense un peu moins proche aussi si au soir de ma vie, je peux me dire que j'ai donné plus aux gens que reçu, si j'ai fait du bien aux gens, si j'ai créé des sous... Alors le bien aux gens, c'est quoi? C'est les divertir. Question pour un champion, je divertis les gens, par exemple, je leur fais passer des bons moments, parfois des gens qui sont isolés, parfois des gens qui sont âgés, parfois des gens qui sont malades, parfois les 3 en même temps. Et je sais que pour certains téléspectateurs, c'est un rendez-vous important. Et me dire qu'au soir de ma vie, que j'ai diverti les gens, ou que je les ai informés au mieux, que j'ai fait mon métier le plus honnêtement possible,
Ce sera une satisfaction aussi, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai un peu répondu à l'autre partie de ta question. Professionnellement, j'ai pas d'objectif précis, j'ai pas d'ambition, mais cette idée de faire le plus honnêtement possible mon métier, l'objectif, c'est ça en fait. Merci. J'ai vu une jeune fille tout à l'heure. Voilà, c'est toi. Bonjour. Attends, il y a un micro qui arrive en courant vers toi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des lanceurs d'alerte sur Internet, un peu comme Edward Snowden? Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux Un ou peu pas? comme tu as dit. Edward Snowden. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux ou pas et les considérer comme des journalistes en fait? Ton prénom, c'est Ambre. Ambre. Question d'Ambre sur les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux? Dans nos démocraties, dans les démocraties occidentales notamment, on prend le rôle des lanceurs d'alerte de plus en plus au sérieux. D'ailleurs, on se demande dans beaucoup de pays s'il ne va pas falloir inventer un cadre législatif pour les protéger, puisqu'on est en train de se rendre compte qu'ils sont essentiels à notre démocratie. D'où vient la vérité aujourd'hui dans un pays donné? De plein de gens, des journalistes. Normalement, on est là pour faire apparaître la vérité. Hein. Si vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte qu'il y a des infos qui ne sortent que par les journalistes. Le prix Nobel de la paix, le dernier prix Nobel de la paix, a été remis conjointement à 2 journalistes. Un Russe et une femme en Amérique du Sud. Et pardon, j'ai oublié le pays. Pourquoi? Parce que par leur engagement, la prise de risque au quotidien de ces journalistes, être journaliste en Russie par exemple c'est compliqué, eh bien on a estimé qu'ils méritaient le prix Nobel de la paix. Hein, confirmation que le travail de certains journalistes était bien un travail révélateur de vérité. Alors la recherche de la vérité, elle peut venir des journalistes, elle peut venir aussi des citoyens. Et c'est là où le lanceur d'alerte apparaît. Le lanceur d'alerte parce qu'il est là à un endroit en particulier, à un moment en particulier, qu'il a vu des choses qui selon lui ne vont pas de soi et qu'il a le courage de témoigner, parce que parfois ça passe par une prise de risque, notamment dans certains pays. Eh bien, il devient lanceur d'alerte. Tu te demandais quel regard on peut avoir sur eux. Ces gens-là, il faut les écouter d'abord. Ensuite, vérifier leurs informations. Ça, c'est le rôle des journalistes, bien sûr. C'est pas parce que tu te décrètes lanceur d'alerte et que tu affirmes une vérité qu'elle est juste. Donc après, cette vérité, cette affirmation doit être passée au filtre de l'analyse des faits, du fact-checking dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, si effectivement on se rend compte que les informations révélées par ce lanceur d'alerte ou cette lanceuse d'alerte sont justes, et bien après, je crois qu'il faut protéger cette personne en lui donnant un statut, en la protégeant d'un licenciement, par exemple, ou d'un emprisonnement dans certains pays. Et donc là, il y a une réflexion dans les pays démocratiques là-dessus pour conférer un vrai statut aux salariés d'une entreprise ou, je ne sais pas, à quelqu'un qui a accès à des données confidentielles sur la fraude fiscale, par exemple. Hein. Les grandes affaires de fraude fiscale internationale de ces dernières années, on les doit soit à des lanceurs d'alerte, soit au travail de consortiums de journalistes internationaux qui travaillent ce qu'on appelait les Panama Papers, ce genre de révélations sur la finance internationale et la fraude fiscale à grande échelle. C'est venu de lanceurs d'alerte et c'est venu de journalistes. C'est des rôles très différents, mais ils sont unis par une même intention de révéler la vérité, pour dénoncer ce qui ne devrait pas être et essayer d'améliorer la chose. De la même manière qu'un journaliste est protégé par la loi, le secret des sources, la liberté d'expression, eh bien le lanceur d'alerte doit l'être aussi. Merci pour ta question. On change, on remonte et après je redescends. Je viens vous voir là-haut. Non, il y avait une main. Ouais, c'est la jeune fille avec le... Hop. Bonjour, moi c'est Amy et je voulais savoir, dans votre métier de journaliste, quel reportage vous a le plus ému, humainement parlant? Je me rapproche parce que je t'ai pas bien entendu. Excuse-moi. Du coup, bonjour, c'est Amy. Élise, hein. Amy. Amy, voilà, j'entends vraiment très mal. Dans votre métier de journaliste, quelle est l'expérience humaine qui vous a le plus touché pendant un reportage ou une émission radio ou quelque chose comme ça? Élise? Non, Amy. Je vais y arriver. E2MY. C'est Amy. Comme Amy Winehouse. C'est une très belle référence, mais j'espère que tu auras une vie plus longue et
que la chanteuse en question. Question sur l'expérience journalistique qui m'a le plus marqué, le plus ému, plus touché, c'est ça? Ouais, plus touché. Alors moi, j'ai un petit problème par rapport à ça. Je pleure en lisant les journaux. Tous les matins, je lis toute la presse, nationale, quotidienne, régionale. Et tous les jours, dans les journaux, et c'est pour ça que je vous incite à lire les journaux d'ailleurs, vous avez effectivement plein d'articles sur les gros événements du moment. Aujourd'hui en France, on parle beaucoup de la campagne présidentielle, on parle beaucoup de la crise sanitaire, bien sûr, on parle de plein de choses. Donc ça vous permet de vous tenir au courant, de comprendre ce monde dans lequel on est. Et puis aussi, c'est pour ça que c'est magique les journaux, vous avez plein des histoires d'hommes et de femmes. Des histoires de salariés, de chefs d'entreprise, de gens qui travaillent dans des associations, qui donnent de leur temps pour les autres, des sportifs qui se dépassent. Parfois, vous avez des histoires extrêmement fortes, très très fortes. Des drames, ou des choses tellement belles que vous êtes touchés parce que... Et alors moi, pas quotidiennement, mais presque, quand je lis Le Monde, Libération, L'Huma, Le Figaro ou autre, à un moment, je tombe sur une histoire, et c'est le pouvoir des mots, la force des mots, vous rentrez dans l'histoire. Et à un moment, vous tombez sur des comportements admirables, ou sur des choses très dures que des gens ont vécues, et là, je rentre dans le papier, et ça me touche, et souvent, je pleure. Parce que je suis ému. Et ça m'arrive presque quotidiennement. Parfois, ça m'arrive en stream d'ailleurs. On lit un papier, et à un moment, on rentre dans l'histoire, on est pris par les mots, et on se rend compte que la personne a vécu quelque chose de très très fort. Et donc là, en général, je fais une petite pause, je mets un petit écran de pause, je coupe le micro, et je reviens 5 secondes plus tard, et tout va bien, quoi. Mais lisez les journaux, parce qu'au-delà de cette source d'information, je vais faire une parenthèse là-dessus. Pourquoi c'est une très bonne source d'information, les journaux? Et puis, on va revenir à ça. Au-delà de l'excellente source d'information, c'est une source d'histoire incroyable. Des histoires plus fortes qu'aucune littérature n'inventera jamais. Et j'ouvre la parenthèse sur le pourquoi de la presse écrite. Je vous le disais tout à l'heure, dans ce monde qui va très vite, avec l'accélération du temps info, qui s'est caractérisée par l'apparition des chaînes d'infos en continu, par l'info sur Internet, où on a l'impression que c'est la course au scoop, hein, le premier média qui vous donne l'information avant les autres, c'est le meilleur. La course à l'information, elle est dangereuse, parce que plus vite vous voulez donner une info, et moins vous la vérifiez, moins vous prenez le temps de passer des coups de fil aux personnes concernées par cette information, ou à des confrères, pour vérifier une information. Plus vous allez vite pour traiter une info, et plus vous prenez le risque de désinformer, de donner des mauvaises informations. En France, une organisation comme l'agence France Presse, qui est une agence extrêmement rigoureuse, qui est reprise par énormément de médias, il est arrivé ces dernières années qu'elle se trompe, alors que c'est une source considérée comme extrêmement fiable par les journaux. Par exemple, elle a annoncé il y a quelques années la mort d'un célèbre chef d'entreprise qui était vivant, tout simplement parce que le journaliste à l'origine de l'article n'avait pas appelé la famille de la personne pour vérifier. Et la presse écrite, le quotidien, normalement, il prend ce temps. Il prend ce temps de vérifier, parce qu'il a 24 heures. Entre le Libé du lundi et le Libé du mardi, il y a 24 heures, il n'y a pas 1 heure ou un quart d'heure comme entre 2 journaux sur une chaîne d'infos en continu, par exemple. Donc je vous incite à lire la presse, et vous serez surpris du plaisir que vous aurez à la lire. Le jeune homme avec le t-shirt Liberto. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Enzo. Hugo. Enzo. Ça y est, Enzo. Je voudrais savoir comment ça s'est passé le The Event, et l'interaction comment vous avez trouvé l'interaction entre les viewers et puis les streamers. Alors c'est une question de Enzo. Enzo. C'est bon. Question d'Enzo sur le The Event à nouveau. Donc c'est ce grand événement caritatif organisé par Zerator et Dash, hein, les 2 streamers à l'origine de cet événement caritatif. Il faut, quand tu rentres dans la salle, déjà, donc à Montpellier, tu rentres, il faut imaginer une salle avec 50 streamers qui streament depuis des heures, voilà. 50 ordinateurs qui chauffent, et là tu rentres, c'est une espèce de, comment dire, il y a des gens qui font du football ou du rugby, vous voyez comment
quand vous rentrez dans un vestiaire juste après le match, la chaleur, les odeurs, bah, c'est pareil. Voilà. Prenez une bonne bouffée d'air chaud et de sueur, et puis au bout de quelques secondes, vous vous habituez, et là, et une fois passé cette première impression, vous vous rendez compte que vous avez 50 jeunes plutôt, hein, les streamers, ils ont entre 20 et 30 ans, 50 jeunes streamers qui vont donner 3 jours de leur quotidien, uniquement tendus vers un seul objectif, collecter des fonds pour une association caritative. Voilà. Donc ce spectacle, il est magnifique. Et il est magnifique aussi parce que pour inciter aux dons, ils se lancent plein de défis, tous plus loufoques les uns que les autres, se raser la tête, aller prendre un bain de minuit alors qu'on est en plein mois de novembre, octobre, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc plein de défis pour créer le spectacle. Ils donnent littéralement de leur personne pour collecter des fonds. C'est un très beau spectacle. Voilà. Et pour ceux qui désespèrent de la jeunesse d'aujourd'hui, à supposer qu'il y en ait, allez voir ce genre de spectacle et vous allez vous dire waouh. Donc c'est une chouette expérience. Oui, monsieur. Oui, c'est vous. Et après, je viendrai te voir si tu veux. Bonjour. Bonjour à toi. Je m'appelle Martin. C'est Martin. Et en fait, j'aimerais travailler dans le journalisme, mais me spécialiser dans le cinéma. Et je me demandais si c'était possible de se spécialiser dans certains trucs où je suis obligé de faire des études de journalisme. Non, bien sûr que c'est possible de spécialiser. C'est même, moi je le recommande presque en fait. Tu sais, l'idée de chercher pourquoi en effet, ce dans quoi on a du plaisir, c'est exactement ce que tu me décris. Toi, tu aimes le cinéma. Hein, tu aimes le cinéma, a priori tu es intéressé par le journalisme, pourquoi pas marier les deux? C'est une super idée, c'est un super beau projet. Ça va être dur, parce qu'il y a très peu de place. Combien il y a de journalistes spécialisés ciné en France qui en vivent? Pas beaucoup, mais il y en a. Donc il faut faire partie de ces journalistes-là. Si tu mets toute ta passion, toute ton énergie, que tu passes ton temps à voir des films, à lire des publications, à s'intéresser aux critiques, à réfléchir à l'histoire du cinéma, et que tu fais une formation qui va te permettre d'apprendre à écrire ou à parler ou à présenter selon si tu veux devenir un journaliste de la presse écrite ou de l'audiovisuel, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Ça va être dur, ça va être compliqué. C'est un métier qui est un peu bouché. Il n'y a pas des milliards de postes. Au début, c'est très précaire. Au début, on travaille. Vous savez, les journalistes, au début, ils travaillent à la pige. Les jeunes journalistes travaillent. Alors, la pige, c'est un mot de journaliste. Au début, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas embauché, même pas pour un CDD. Vous êtes embauché à la journée. Hein, les premiers mois, les premières années, on vous paye à la journée. Vous ne savez pas au début du mois combien de journées vous allez travailler. On va vous payer 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. C'est la pige. Voilà. Et puis si vous avez de la chance, les piges vont se transformer en CDD. Vous allez signer un premier CDD de 3 mois, vous allez être fou de joie. Et puis au bout de certains CDD, vous allez avoir un jour un CDI. C'est dur. Les premières années sont compliquées, sont précaires, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et quand on a la passion, et quand on met les moyens au service de sa passion, de l'énergie, de l'application, on y arrive. Yes. J'avais promis d'aller voir les jeunes gens derrière là, devant. Hop. Demoiselle et après juste toi derrière. On va t'apporter un micro. Désolé, je ne prends pas trop vos questions dans le chat aujourd'hui. Hein. Bonjour, moi je m'appelle Isaline et je voulais savoir si vous aviez encore du temps pour vous occuper de votre famille avec votre métier. Bonne question. Est-ce que j'ai du temps pour m'occuper de ma famille? Est-ce que j'ai du temps tout court en dehors du métier? Aujourd'hui, j'ai 3 jobs. Tous les matins, je me lève à 1h45 du matin. Le réveil sonne à 1h45, tous les jours de la semaine. 1h45 parce que je suis à France Info à 3h. Donc aujourd'hui je dors 3-4 heures par nuit à peu près depuis quelques années. Quand je fais une grasse matinée, je pousse jusqu'à 5 heures. Mon corps s'est habitué, donc je le vis plutôt bien. Donc ma journée classique, c'est réveil à 1h45, 3 heures à France Info. Pourquoi 3 heures? Parce que l'antenne est à 6 heures, et contrairement à ce qu'on pense, un présentateur, un journaliste, il n'arrive pas une demi-heure avant l'antenne, il se maquille, il passe à la télé, il raconte ses trucs. Il faut préparer, il faut écrire, il faut vérifier, vous passez des coups de fil, vous parlez avec l'équipe, les chroniqueurs, le rédacteur en chef. Est-ce qu'on donne telle info? Pourquoi celle-ci? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on raconte aux gens?
Est-ce qu'on peut vérifier cette info? Quel invité on peut appeler, etc. C'est beaucoup de travail. Heureusement, je ne suis pas tout seul pour le faire et j'ai une super équipe. Ensuite, la journée se termine vers 9h. Enfin, elle pourrait se terminer à 9h, sauf qu'après, je rentre à la maison et puisque j'ai découvert Twitch, j'anime une revue de presse où je parle de l'actualité des journaux à la jeune génération pendant en général 3 heures. Donc là, il est à peu près 13h quand j'arrête ça. Et après, je vais en général travailler encore 2-3 heures sur d'autres trucs. Et puis je vais faire parfois une petite sieste l'après-midi d'1 heure ou 2, ça m'arrive, quand je ne suis pas trop pris. Et puis je me réveille en fin d'après-midi, je lis Le Monde, qui est un journal qui sort l'après-midi, le soir. J'échange avec mon équipe de France Info sur l'actualité du lendemain. Et puis on va dormir, je vais dormir 2-3 heures avant de retourner au travail. Ça, c'est 3 semaines par mois. Une semaine par mois, j'enregistre Question pour un champion. En plus, donc à 8h30, 9h, au lieu de rentrer à la maison, je file dans un autre studio, à l'autre bout de Paris. Et là, j'enregistre 6 émissions de Question pour un champion. Jusqu'à 19h. Donc une semaine par mois, ma journée fait 2h du matin, 19h. Et là, je fais pas Twitch. Donc la question de est-ce que j'ai du temps pour le reste, elle est pertinente parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai organisé ma vie. Donc j'ai réduit mon sommeil. J'ai réduit le sport parce que c'était une de mes grandes passions. Donc aujourd'hui, je fais quasiment plus de sport parce que je manque de temps pour avoir un minimum de temps pour le sommeil et pour les enfants. Donc mon quotidien peut vous sembler très chargé, mais je passe énormément de temps avec mes enfants. Comme j'ai des horaires décalés, ils me voient beaucoup, ils sont petits. Donc le matin, quand je rentre de France Info, le plus petit, il est à la maison, il me voit, je joue avec lui. La porte de mon petit studio à la maison est toujours ouverte, donc s'il veut passer, j'éteins la caméra, je mets un écran de pause et puis on échange. Quand j'arrête mon stream, je passe du temps avec lui. En général, j'ai le temps d'aller chercher ou d'emmener le grand à l'école. Et après ma sieste, tous les jours, je suis là pour la fin d'après-midi, le dîner et l'histoire. Donc quand on veut, quand on s'organise bien, finalement, même avec cette suractivité qui est la mienne, on trouve du temps pour ceux qu'on aime. Et le week-end, je stream un peu le matin, sinon c'est pas drôle. Mais ça veut dire qu'à partir de 13h, le samedi et le dimanche, tout mon temps est consacré aux petits et à mon épouse. Et on a plein d'activités, quoi. Donc c'est une question d'organisation et de choix. Moi, j'ai renié un petit peu sur le sommeil, mais on y arrive bien, quoi. Mademoiselle. Non, je t'ai promis de... Non, tu veux un micro? Non, c'est bon? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer sur Twitch et comment vous l'avez découvert, la plateforme? Comment j'ai découvert Twitch? Alors, la première partie de la question, c'est comment j'ai eu l'idée. Je vous rappelle que j'ai jamais d'idée, moi. J'ai jamais d'idée. Cette Étoile, qui est un célèbre streamer, qui une nuit du premier confinement, vous savez, quand on était tous à la maison, là, m'a interpellé sur Twitter en me demandant si je connaissais Twitch. Je ne connaissais pas Twitch. Pour moi, c'était une console de jeux vidéo, Twitch. J'avais confondu avec un autre truc. Et donc, je vois cette question étrange à 2h du matin, et surtout, je vois des centaines de likes et de retweets de la communauté d'Étoile qui disent « Ah oui, formidable, Samuel Etienne, Twitch, il faut venir, c'est super ». Évidemment, ma curiosité de journaliste est piquée, et j'échange avec Étoile. Après la matinale de France Info, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que Twitch ?» Et il m'explique. Et il me dit qu'il joue à Question pour un champion sur Twitch. Voilà, une espèce de Question pour un champion 2.0. Je regarde, je découvre un truc génial. Il a réinventé Question pour un champion. Il joue à Question pour un champion, mais avec sa communauté, en ajoutant plein de choses, son humour, sa curiosité. Enfin, c'est une jolie personnalité. Il me demande ce que j'en ai pensé. Je lui dis que je trouve ça formidable, notamment ça, le chat là, cet échange. Et il me dit, est-ce que tu veux venir jouer? Je lui dis oui. Il me dit de télécharger des logiciels sur mon PC. Comme je suis très naïf et je fais confiance aux gens, je télécharge tout. J'y comprends rien, mais 3 jours plus tard, miracle, je suis dans son stream, en direct, et on joue à Question pour un champion. Vous aussi, vous avez une chaîne Twitch? Votre pseudo de chaîne Twitch? Nirox. Alors, Nirox TTV, allez suivre cette chaîne, allez vous abonner. Allez sub aussi, allez sub à mort. Alors c'est affreux parce qu'il y a plein de gens qui ont des chaînes. Il y a plein de gens qui ont des chaînes sur Twitch et je vais essayer d'en citer d'autres. Je finis sur Twitch. Donc je découvre Twitch. Je suis invité 1 fois par Étoile, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils m'invitent tous les mois. Et au bout de quelques mois, je me dis, mais cet outil qui sert beaucoup aux passionnés de jeux vidéo, est-ce qu'il ne peut pas servir à autre chose?
Et là, j'ai une discussion avec Étoile. Je lui dis, est-ce que moi, malgré mon grand âge, est-ce que moi aussi je peux faire du stream? Et il me dit, oui, bien sûr, mais pour faire quoi? Et je lui dis, pour lire les journaux, parce que j'adore les journaux. Voilà. Il était un peu surpris, mais il m'a dit, achète un ordinateur, achète une caméra, achète un micro. Il m'a fait une petite liste de Noël. J'ai tout acheté. Et quelques semaines plus tard, j'ai commencé à faire du live. Voilà. Et donc tout ça, c'est un petit peu grâce à Étoile. Et par là? Ah, il y a un micro qui arrive. Vous êtes allé follow la chaîne de la jeune fille là, ou pas? C'est bon? Comment se passe le travail de journaliste? C'est-à-dire, tu peux préciser ta question? Comment en une journée le journaliste il travaille, que ce soit pour rechercher ses informations, citer ses sources, vérifier si les sources sont bonnes ou pas, etc. Question 2, ton prénom c'est? Lina. Lina. Oh, la question est tellement vaste. Comment travaille un journaliste? En fait, il y a presque autant de façons de travailler que de journalistes, que de médias. Évidemment, un journaliste de télévision, de radio, de presse écrite, d'Internet ne va pas travailler tout à fait de la même façon. Mais il y a des choses qui sont essentielles et qui sont bien sûr communes. D'abord, il y a une phase de recherche. De quoi vais-je parler? Quel est le sujet? Quel est le sujet qui va intéresser les gens? Ou quel est le sujet dont je me dis qu'il faut intéresser les gens? Ce qui n'est pas la même chose. Est-ce que je fais un article pour être lu, beaucoup lu? Mais dans ce cas-là, je risque un petit peu de parler toujours de la même chose. Mais en même temps, il faut être lu. Parce que si on n'est pas lu, le journal disparaît, par exemple. Mais est-ce que je ne peux pas aussi écrire sur des choses qui n'intéressent personne a priori et dont je me dis qu'il faut intéresser les gens? Voilà. Le journalisme, il oscille toujours entre ces deux sujets. Hein? Est-ce que je dois parler de quelque chose qui intéresse tout le monde? Voilà. Ou est-ce que je ne dois pas aussi intéresser les gens à d'autres choses? Ensuite, une fois que tu as trouvé le sujet, il faut trouver les informations. Il faut trouver les informations, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons interlocuteurs, trouver... ton objectif idéal, c'est de te rapprocher au plus près de la vérité. Dans un temps limité, tu n'as pas 6 mois pour écrire ton article. Parfois, tu vas avoir 2 jours, parfois, tu vas avoir une semaine ou un mois, si tu bosses pour un hebdo, pour un mensuel. Parfois, tu vas avoir 2 heures. Donc, tu as plein de sources d'informations que tu vas mobiliser. Les agences de presse, comme l'AFP, Internet, qui est aujourd'hui un formidable moteur de recherche, à condition de savoir identifier des sources de qualité, parce que sur Internet, tu as tout. Tu as des informations fiables et tu as des informations qui ne le sont pas. Et là, c'est ton expérience qui va te permettre de déterminer si telle source est fiable ou pas, quel degré de confiance tu peux lui apporter, ça c'est très important. Le post de quelqu'un d'anonyme sur Facebook n'a pas la même valeur qu'un article dans Le Monde qui est signé par quelqu'un. Pourquoi? Parce que le journaliste qui, par exemple, signe un article dans Le Monde, s'il se trompe, s'il fait des erreurs, eh bien, tu vas pouvoir l'interpeller le lendemain. Parce que c'est signé. Tu pourras dire, Monsieur Tartampion, votre article est truffé d'erreurs. Et il engage sa signature, il engage son nom, il engage le nom de son journal. Voilà pourquoi un journal est une source d'information a priori plus fiable que quelque chose que tu vas glaner sur Internet dont tu ne connais pas l'origine. Donc tu cherches les meilleures sources, et puis après vient l'écriture, et là tu prends ta meilleure plume, et puis tu écris l'article pour rendre compte de l'histoire que tu veux raconter. Et le lendemain tu recommences. Voilà. C'est à peu près ce qu'il y a en commun entre tous les journalistes, que ce soit un journaliste sportif, un journaliste économique, un journaliste politique. Et puis il y a des phases de rencontre aussi, puisque à un moment dans ton travail, tu vas être amené aussi à passer des coups de fil, à rencontrer des gens pour les faire parler et de t'approcher de la vérité. Il nous reste 2 questions. Oh, 2 questions, je suis désolé. Bonjour. Alors, bonjour. Moi, ma question, c'est comment elle s'est passée la transition sur Question pour un champion? Parce qu'avant, je crois qu'il y avait Julien Lepers. Et au début, je crois que personne ne vous aimait. D'ailleurs, mon père, il a dit qu'il ne vous aimait pas trop. J'adore ça. Je ne sais pas pourquoi il ne vous aime pas trop. Mais c'est bien, elle est super cette question. C'est ma question. Votre prénom? Safi. Safi a une super question. Mais non, Safi. Safi. Très bonne question de Safi. Comment ça s'est passé la transition Question pour un champion? Il y a 6 ans, on me propose ce job un peu bizarre, après 20 ans de journalisme, de remplacer Julien Lepers à Question pour un champion. Quelqu'un à France Télévisions, la patronne de la chaîne de France 3, avait décidé que c'était fini, que Julien devait arrêter. Lui n'était pas partant. Mais les audiences, les études qualitatives
faisait dire au groupe qu'il y avait un problème avec Question pour un champion, dont les audiences baissaient, dont l'image se dégradait. Julien incarnait ce jeu depuis 28 ans, ce qui est énorme. Et à un moment, la direction de France Télévisions a estimé que cette émission était en train de se fatiguer. Et donc, ils ont fait ce constat en interne de façon très très secrète. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le jeu? Une émission, ça naît et puis ça meurt. 28 ans pour une émission de télé, c'est déjà super beau, c'est très rare. Est-ce qu'on arrête Question pour un champion? Ou est-ce qu'on donne une deuxième chance à ce programme? On tente autre chose. Et ils se sont dit, on va tenter autre chose. Alors ils ont organisé un casting secret. Ils ont convoqué une trentaine d'animateurs du PAF, du paysage audiovisuel français, des garçons, des filles, de tous les âges, dont moi, ils m'ont appelé, sans leur dire que c'était pour Question pour un champion. Ils ont inventé un jeu, une mécanique, un décor. Ils ont inventé un nouveau jeu. En fait, je pense que c'était un jeu qui traînait dans des tiroirs d'une société de production. Et ils ont invité tous ces présentateurs et présentatrices à passer un casting en leur disant on va lancer un nouveau jeu. Donc on a fait les essais avec plein de confrères, pensant qu'on travaillait pour ce nouveau jeu. Les semaines ont passé, je ne sais pas, au moins un mois et demi, 2 mois. Et puis j'ai reçu un coup de fil de la direction de France Télévisions qui m'a dit, Samuel, on sait que tu as passé un casting de jeu. Je dis oui, mais je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles, je n'ai pas dû être très concluant. Et non, il n'y a pas de nouveau jeu. En fait, on cherche le remplaçant de Julien Lepers. Mais c'était un peu secret. Et on me dit, est-ce que tu veux présenter ce jeu? J'ai demandé 2 jours de réflexion, et parce que ce jeu avait cette histoire incroyable, parce que c'est un jeu mythique, j'ai accepté. Et pour revenir à ta question, les gens ont été très bousculés par ça. Comme ton papa, manifestement. Ça fait 28 ans que les gens voyaient Julien chez eux tous les jours. Et donc, même s'il y avait une petite lassitude d'une partie du public, il avait vraiment ses fans toujours. Il y avait un tiers des gens qui étaient fâchés contre moi, un tiers des gens qui s'en fichaient parce qu'ils m'aimaient bien, et un tiers des gens qui étaient un peu indifférents, qui disaient du moment que le jeu se poursuive. Au début, j'ai reçu des lettres très dures de gens très fâchés. Et puis les gens se sont habitués, ont vu que ça se passait plutôt bien. Les audiences ont commencé à remonter. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui a 33 ans, dont les audiences montent tous les mois. Et puis surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'au bout d'1 an et demi à peu près, c'est long, j'ai reçu des lettres de gens qui s'excusaient, qui disaient « Samuel, je vous ai écrit il y a 1 an et demi, je vous ai écrit des mots super durs. Et je voudrais m'excuser parce qu'aujourd'hui, je trouve que vous faites un super boulot. » J'espère que ton papa le pense aussi. Dernière question. C'est Maxence. Question de Maxence pour terminer. Monsieur, dans Question pour un champion, qui prépare les questions? La dernière question de Maxence, c'est qui prépare les questions à Question pour un champion? Vous avez 12 personnes qui travaillent à temps plein, non-stop, 12 CDI qui préparent des questions pour chaque émission. Voilà. Qui passent leur temps dans les encyclopédies, les livres, les journaux pour imaginer de nouvelles questions. 12. Une dernière. Dernière, 1 minute. Oh, c'est cool. Oh, j'en prends encore quelques-unes rapidement. 2. Bonjour. Alors, je m'appelle Noémie et je voulais savoir quelles sont les évolutions qu'a connues votre métier depuis vos débuts. Quelles sont les évolutions dans mon métier? Oui, les évolutions depuis que vous avez commencé dans le journalisme. Ça, c'est ton prénom? Noémie. Noémie. Noémie? Oui. Question de Noémie. Les évolutions dans le métier du journalisme depuis mes débuts. Quand j'ai commencé, il y avait à peine les ordinateurs. Il n'y avait pas Internet. Quand j'ai commencé le journalisme, il n'y avait pas Internet, qui est un outil qui est génial pour chercher des infos, pour vérifier, bien sûr. Quand j'ai commencé, les nouvelles de l'agence France Presse tombaient sur une grosse imprimante qu'on appelait un téléscripteur. Dans les grosses rédactions, il y avait souvent un stagiaire ou un jeune journaliste qui passait sa journée à découper les dépêches qui tombaient de cette machine et qui les rangeait, société, économie, sport, international, et qui les distribuait aux journalistes après. Et après, je me rappelle, on a eu le Minitel. Et grâce au Minitel, on arrivait à accéder aux premières informations sous forme numérique. Et puis il y a eu la révolution de l'Internet. Et Internet est un formidable outil pour les journalistes pour chercher, pour vérifier les informations, à condition de savoir s'y retrouver sur Internet. Et ça renvoie à la qualité des sources dont on parlait.
Et puis la révolution technologique s'accélère. Et maintenant, on a les nouveaux outils du numérique, les nouveaux écrans, comme on les appelle, qui permettent, comme Twitch, là, une interaction extrêmement forte avec le public. Et moi, je crois que la prochaine étape, c'est celle-ci. Je crois que une partie des programmes de demain, elle sera moins d'un point haut vers un point bas, d'un point A vers un point B, mais plutôt un échange permanent, en fait, entre le programme et le public, sous des formes qui restent à inventer. Mais je pense que ce qu'on est en train de vivre là, par exemple, donc là, il est évident que je voulais d'abord répondre à vos questions, mais d'habitude, j'interagis beaucoup avec les gens qui sont avec nous là. Mais je pense que c'est une piste pour demain. Et tu verras que dans 5 ans, il y aura une nouvelle révolution technologique qui va encore tout bousculer. On parle beaucoup du métavers en ce moment. On dit que c'est l'Internet de demain. On ne sera plus devant Internet, mais on sera dans Internet. Est-ce que c'est l'étape d'après pour le divertissement, voire pour l'information? Peut-être. En tout cas, ça va de plus en plus vite. Encore une petite dernière. C'est fini? Je voulais vous remercier de ce moment, de votre curiosité, de la qualité de vos questions. Quels que soient vos rêves professionnels, d'abord c'est important de rêver. Si vous avez une petite musique intérieure qui vous dit que vous êtes fait pour quelque chose, que vous allez avoir du plaisir dans un secteur, je vous en prie, mais écoutez cette voix. Vous allez avoir des rêves professionnels, et puis il y a des gens qui vont vous dire mais ne va pas là, c'est bouché, ou c'est difficile, tu vas pas y arriver. Ignorez ça. Si vous avez un pressentiment, une intuition de ce que vous devez faire, parce que vous sentez que ça va vous apporter quelque chose personnellement, que vous allez être bon, que vous allez vous engager, que vous allez mettre de la passion, du temps, du travail, faites-le. Parce qu'au bout, si vous donnez du temps, de l'énergie, de l'implication, de tout ça, parce que, évidemment il faut du travail derrière. La question n'est pas de savoir si vous allez réussir, mais vous allez réussir. Il faut juste trouver ce pourquoi vous êtes fait, le truc dans lequel vous allez être bon. Voilà. Donc, s'il n'y avait qu'une seule chose que vous devriez retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ça.